Donc, Madame Paris de formation EDIL, 35 ans d'expérience, responsable marketing du portfolio Automation System et System Engineering de Siemens. Si on regarde sur le net, qu'est-ce qu'on voit? Les choses qui ressortent tout de suite. Mais Siemens, c'est le leader mondial des produits technologiques d'automatisation. Donc ça, c'est le lien qui sort en premier, le plus évident. Puis qu'est-ce que j'ai voulu souligner, c'est que le CETIM, il a réfléchi plusieurs années pour savoir avec qui s'associer pour accélérer la transformation numérique des PMI. Et puis il a choisi Siemens. Voilà, je laisse la place à Madame Paris. Ok, merci beaucoup. Bien, bonjour à tous. Je suis ravie d'être présent pour vous présenter OPC-UA. Alors, comme l'a dit Monsieur Bello, donc je m'occupe des aspects marketing pour tous les produits d'automatisme dans le domaine du manufacturier chez Siemens, et je suis, en tant que représentante de Siemens, membre de la fondation OPC. Siemens étant un acteur majeur dans cette formation. Nous avons une déclinaison en France, puisque nous avons monté un groupe de travail hébergé par le GIMELEC pour promouvoir OPC-UA et faire en sorte que OPC-UA soit reconnu comme le standard de l'industrie du futur. OPC-UA, c'est vraiment à mettre au cœur de l'industrie du futur. Mon objectif ici, c'est de vous montrer que OPC-UA, c'est bien plus qu'un protocole. Parce que souvent, on entend dire, oui, OPC-UA, protocole d'échange entre les équipements. Ben oui, mais c'est bien plus que ça. Et c'est mon objectif au travers de cette présentation. Tout d'abord, OPC-UA, vous l'avez vu dans le film qui est très représentatif, c'est une norme, c'est normalisé, hein, c'est une norme pour l'interopérabilité des équipements pour l'industrie 4.0 et l'IoT, donc l'Internet of Things, l'Internet des objets. Et un mot important qui est le terme sécurisé. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'OPC? OPC-UA est un standard ouvert unifiant l'échange d'informations pour la communication industrielle, notamment au niveau des dispositifs intégrés aux machines, entre machines et d'une machine à un système, créant ainsi une réelle convergence IT-OT. OPC-UA fonctionne sur différents systèmes d'exploitation, Windows, Linux, Mac, Android, etc. Par conséquent, OPC-UA est évolutif. Il s'adapte aux microcontrôleurs embarqués, aux gigantesques infrastructures dans le cloud, mais aussi aux appareils nomades. OPC-UA est particulièrement adapté aux réseaux locaux, mais on peut également y accéder via Internet. Pas d'inquiétude, le protocole est parfaitement sécurisé grâce au contrôle d'accès, à l'authentification et au chiffrement. Alors, la vidéo, vous l'avez vue sur la dernière partie, où on voyait bien qu'OPC-UA est indépendant des constructeurs. Donc, il permet la communication entre différents composants de machines, différentes machines, quel que soit le constructeur, quel que soit le système, l'operating system, donc Linux, Windows, iOS, Android, hein, on l'a vu, c'est scalable, évolutif, on va pouvoir l'utiliser dans des microcontrôleurs embarqués, dans des infrastructures cloud, sur des appareils nomades, smartphones, tablettes, etc. Donc de gros avantages, et tout ça dans un environnement sécurisé. Alors, il y a trois choses fondamentales à retenir quand on parle OPC-UA. Trois choses fondamentales. Donc, vous l'avez vu, la norme 62541 et trois piliers qui positionnent OPC-UA au cœur de l'industrie du futur. Le premier, c'est cette notion d'interopérabilité. On va y revenir. Le deuxième, c'est la notion de cybersécurité. Et le troisième, et c'est une des grandes originalités d'OPC-UA, c'est la notion de modélisation. Alors, interopérabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec OPC-UA, vous allez pouvoir faire communiquer je dirais, des équipements à tout niveau. Alors, je vais essayer de retrouver... Ah oui, mais le pointeur ne marche pas parce qu'on est sur un écran. Ouais. Donc, vous allez pouvoir retrouver donc, une interopérabilité en termes de communication. Vous voyez qu'à 1, on va pouvoir communiquer des réseaux IT vers les réseaux OT. OT signifiant Operational Technology, donc comprenez par là les réseaux de production. 2, permet aussi d'échanger avec des infrastructures cloud. 3, de faire des échanges en accès distant. 4, bien évidemment, de communiquer
entre machines, c'est ce qu'on appelle le M2M, machine to machine. 5, également de communiquer entre CPU, inter-CPU, et encore une fois, avec des constructeurs différents. 6, de l'OT vers les réseaux de terrain. Donc il y a aussi des initiatives à ce niveau-là, le Field Level Communication, de faire communiquer des capteurs actionneurs avec des automates, ou entre eux, avec OPC UA. Et enfin, tout ce qui arrive, la 5G qui arrive, qui va permettre aussi d'utiliser le wireless avec OPC UA, et puis toutes les technologies qui vont arriver. OPC UA, c'est une technologie évolutive qui s'adapte à toutes les nouvelles technologies. C'est une norme qui est définie sur des modèles abstraits qui font qu'on sait s'adapter facilement sur toutes les technologies naissantes. Donc c'est vraiment la technologie pour l'industrie du futur en termes de communication. J'ai parlé d'interopérabilité, parlons maintenant de cybersécurité. Donc je suis en haut à droite, vous voyez, sur le pilier numéro 2. Vous l'avez vu dans le slide précédent, on parle de cloud, on parle de réseau de terrain, on parle de IT vers OT, on est là dans une convergence IT-OT. Qui dit convergence IT-OT dit gare au piratage, problème de vulnérabilité, de cybersécurité. Donc OPC UA se devait d'être garant en termes de cybersécurité que n'avait pas, je dirais, OPC, puisqu'en fait OPC UA, je dirais, c'est le successeur de OPC qui dépendait de Windows et qui n'avait pas tous ces mécanismes de sécurité intégrés. Là, on intègre des mécanismes de sécurité à tous les niveaux. Si je reprends le modèle ISO, au niveau de la couche transport, on a des mécanismes de chiffrement très sophistiqués, d'authentification, confidentialité de la donnée, intégrité de la donnée. Et au niveau couche applicative, donc au niveau des utilisateurs, on a des authentifications par mot de passe, des droits d'accès, etc. On utilise des systèmes des standards ouverts avec des mécanismes très évolués qui garantissent justement les aspects cybersécurité. Pour info, les résultats de l'analyse de cyber ont été publiés par un organisme allemand qui s'appelle le BCI et qui est l'homologue de l'ANSSI, si vous connaissez chez nous, l'Association nationale pour la sécurité des systèmes d'information. Donc à très haut niveau, OPC UA est reconnu comme étant un standard, une technologie cyber-secure, nativement. Dieu sait si c'est important quand on parle de convergence IT-OT. Et puis le troisième pilier, et c'est là-dessus que je vais insister, c'est le côté modélisation. Modélisation, ça veut dire quoi? Alors avant de rentrer dans le détail, je vais vous présenter la technologie OPC UA. Encore une fois, ce que je dis, c'est plus qu'un protocole. Là, vous allez me dire, waouh, ça paraît un peu compliqué. Certes, mais dites-vous bien que c'est un schéma simplifié de la technologie OPC UA. On retrouve dans cette technologie 3 éléments majeurs. Bien sûr, les protocoles, et c'est là où vous voyez qu'OPC UA, c'est bien plus qu'un protocole. Parce que des protocoles, il y en a plein. Hein, TCP, HTTPS, MQTT. On retrouve autant de protocoles qu'on a finalement de cas d'usage de communication, selon qu'on communique sur du LAN, dans le web, entre CPU, etc. Donc on a effectivement les protocoles. Mais pas que. On a aussi, dans la norme, une définition des mécanismes d'échange inter-applications. On va appeler ça des modèles de communication ou des paradigmes de technologie de communication. Deux types majeurs, enfin, et uniques d'ailleurs, le client-serveur, le mode client-serveur, le mode pub-sub, publish-subscribe. On y reviendra après. Et troisième élément d'OPC UA, la couche de modélisation, l'information model, comme on dit, avec des notions de métamodèle et des notions de companion specification. C'est la seule technologie qui dispose d'un métamodèle et qui permet de définir des modèles types par rapport à des machines, des secteurs d'activité type. On va y revenir. Donc, encore une fois, on est bien au-delà d'un simple protocole d'échange. C'est une véritable technologie qui plus est normalisée. Alors, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail non pas des protocoles, parce que c'est pas ça qui va nous intéresser, mais de la modélisation et quelques infos sur cette notion de mécanisme d'échange.
deux mécanismes d'échange, le client-serveur et le pub-sub. Le client-serveur, on est plus sur une approche orientée service, vous verrez, lecture, écriture de données, abonnement, on va y revenir. Pub-sub, on est plus sur des messages pour des communications cycliques. C'est-à-dire, alors j'aime bien donner des analogies. Le client-serveur, on est plus, par analogie, sur une communication type téléphone. J'appelle mon correspondant, il me répond. Plusieurs personnes peuvent appeler le même correspondant. Celui-ci répondra quand il aura le temps à tour de rôle. Donc il y a des mécanismes d'attente, mais on est sur du point à point. Le pub-sub est complètement différent. C'est l'équivalent de la webconf, c'est-à-dire on a un émetteur et on a des souscripteurs en fait qui s'abonnent pour recevoir l'information. Donc deux mécanismes de communication totalement différents, mais qui vont être bien adaptés selon le cas d'usage. On va le voir après, si on est sur des communications web ou de terrain, on va plutôt utiliser ces mécanismes-là. Si on est sur des communications intermachines, on sera plutôt sur ces mécanismes-là. On va le voir. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'après, les constructeurs qui... Je pense aux constructeurs d'automatisme, puisque c'est mon domaine, qui aujourd'hui font tous partie de l'OPC Foundation. Hein, tout le monde est d'accord, tous les constructeurs sont présents pour implémenter OPC UA dans leurs équipements, mais ils peuvent ensuite implémenter tel ou tel mode de communication. On n'est pas obligé d'implémenter toute la norme. Hein. Donc, je continue. Alors, un petit peu plus de détails sur la communication client-serveur. Typiquement, quand on utilise le client-serveur, on utilise souvent le protocole TCP. Et puis, c'est des mécanismes, comme je disais, je pose une question, j'attends une réponse. Ou je m'abonne. Je m'abonne à des variables et je suis informé quand la variable change d'état. Ça consomme moins de ressources. Puis de temps en temps, j'ai ce qu'on appelle des keep alive. Si la variable ne change pas d'état au bout de 2-3 secondes, je suis quand même réveillée pour me dire « Oh, je suis toujours là, et t'inquiète pas, ta variable, elle ne change pas d'état. » Donc, typiquement, quand est-ce qu'on va utiliser ce genre de mécanisme client-serveur? Quand on a beaucoup de données à prendre en compte, des grands volumes de données sur lesquels on va s'abonner. Ce mécanisme client-serveur, typiquement, va être utilisé quand on fait de la communication au niveau 3 entre un MES, avec du MES, des ERP, des SCADA, niveau 3 vers niveau 2, voire même le cloud. Les mécanismes de client-serveur sont basés sur des services, donc lecture, écriture, mais on peut avoir aussi des services qui permettent de browser et d'avoir l'ensemble des variables ou des fonctionnalités d'un équipement OPC UA, ou des mécanismes d'appel de méthode. Ici, par exemple, vous voyez, j'ai un client qui pose une question, le serveur répond. Ici, j'ai un appel de méthode, le client pose une question avec des paramètres, on va dire, en fait, il appelle une méthode. Une méthode, c'est une fonction, en quelque sorte, pour simplifier. La fonction est déroulée au niveau du serveur et le serveur renvoie la réponse au client. Donc il y a différents mécanismes en termes de client-serveur qui sont implémentés ou non par les différents constructeurs. Si on regarde le mécanisme pub-sub, donc là c'est différent, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est plutôt le mécanisme webconf où on va s'abonner. Alors une chose importante que je n'ai pas dit, c'est client-serveur, ça consomme beaucoup de ressources. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'un client se connecte à un serveur, on ouvre une session, on consomme de la RAM, du temps de processeur, etc. Donc on imagine bien que si on est sur un réseau de communication, typiquement un réseau de terrain avec une multitude de capteurs actionneurs, ce type de communication ne fonctionnera pas. À l'inverse de pub-sub, où là, on consomme nettement moins de ressources, même avec beaucoup d'abonnés. Parce que finalement, on a des émetteurs et on a un serveur, un broker, qui lui va gérer tous les abonnés, tous les abonnements, qui va gérer le flux en fonction des souscriptions. On va consommer nettement moins de ressources. Ce qui fait que ce type de communication pub-sub sera plus approprié quand on veut faire de l'OPC UA au niveau terrain, ou de l'OPC UA au niveau cloud. Parce que dans les deux cas de figure, on a énormément d'abonnés. Vous voyez un peu la différence dans quel cas de figure on va utiliser plutôt l'un ou plutôt l'autre. Après, encore une fois, chaque constructeur implémente ou non tel ou tel modèle. Donc voilà, les cas d'usage, communication sur un LAN déterministe ou sur le web. Voilà un peu pour situer le pourquoi d'avoir ici ces deux modèles, ces deux paradigmes, ces deux modèles d'échange.
Troisième point, j'y viens, c'est la modélisation. OPC-UA, la norme OPC-UA définit de façon abstraite des modèles d'information qu'on appellera companion spec dès lors qu'elles ont été standardisées par des secteurs d'activité. Je m'explique. Je vais peut-être passer le slide suivant. Un compagnon spécification, en fait, c'est de la sémantique métier. Ça va définir le langage d'une machine. Vous prenez une machine dans le packaging, une machine presse à injection par exemple, ces machines, elles émettent toute la même donnée, elles produisent toute la même donnée, ou elles sont représentées de la même façon. Elles ont une interface qui sont identiques. On est dans un secteur métier défini, où on a défini des interfaces normalisées. Eh bien, cette structuration de la donnée, cette interface, on va dire, elle est représentée au travers de ce qu'on appelle un companion specification. L'intérêt, c'est de permettre aux machines de parler le même langage à partir du moment, quelle que soit la machine, le constructeur. Si on a défini un modèle d'échange en termes de structuration de données identique, un langage commun entre les machines, elles auront la même représentation pour les opérateurs. Donc un opérateur qui aura à piloter la machine, il ne sera pas perdu, c'est toujours la même interface. Un intégrateur système qui doit intégrer la machine dans une ligne, il ne sera pas perdu non plus, c'est toujours la même interface. S'il a une vue, un pupitre à développer, il sait que pour telle machine, le mode de marche, c'est Toto, point, telle adresse, c'est toujours la même chose, le même mnémonique. Vous voyez, c'est des interfaces standards qui permettent d'implémenter facilement des machines dans une ligne, par exemple. C'est un peu comme vous et moi, je parle français avec une grammaire française, une sémantique, sujet, verbe, complément. Voilà, et on se comprend parce qu'on connaît, on parle le même langage. Ben là, c'est la même chose. Ce sont les machines qui vont parler le même langage grâce à ces modèles d'information. Et OPC-UA permet de créer ces modèles d'information. Donc voilà, intégration facile de nouvelles machines et un client final va pouvoir enrichir ce modèle d'information avec des données qui sont propres et contextuelles à son entreprise et définir donc des modèles standards de son entreprise. Et si je vous dis ça, c'est parce que vraiment de plus en plus, je crois, les clients finaux aujourd'hui, et j'ai eu des témoignages récemment lors de journées d'OPC Days, des témoignages clients qui aujourd'hui implémentent ces companion spec ou définissent leur modèle de spécification d'entreprise par rapport à leur machine et qui demandent à leurs OEM, à leurs constructeurs de machines, d'implémenter ces modèles. Sinon, c'est no way, ils ne font plus partie de leur catalogue de référencement. Voilà, donc c'est quelque chose qui prend beaucoup d'ampleur et beaucoup d'importance partout et en particulier chez les clients finaux. Il y a beaucoup d'organismes, d'associations professionnelles qui travaillent sur ces modèles d'information, sur ces companion spec. Vous en voyez dans différents secteurs. Le petit film le disait, l'agro adopté au PCUA, l'oil and gas, l'énergie, l'automobile, presque tous les secteurs industriels. Il y en a peut-être certains qui sont plus connus. OMAC dans le domaine du food and bev, de l'agro, on a un companion spec qui s'appelle PackML pour toutes les machines de packaging qu'on trouve dans ce domaine. Euromap, c'est plus un compagnon specification dans le domaine des presses à injection, etc., etc. Chacun travaille à son modèle de données bien spécifique. Mais après, rien n'empêche l'entreprise de développer le sien. Alors toujours pour imager, j'aime bien imager, finalement ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a des données qui sont produites par une machine, on a différentes choses. On a des objets, on a des variables, on a des propriétés qui sont associées à ces variables, et puis on a des méthodes de mode de marche, statut, état machine, etc. Donc on a différentes pièces de puzzle. OPC-UA, avec son mécanisme de modélisation, va vous permettre finalement d'associer ces pièces pour en faire un type spécifique correspondant à votre machine. Voilà, ma machine, voilà, structure de données, elle produit des données structurées de la sorte. Donc là, je définis un modèle, mais de façon abstraite. Après, vous, en tant qu'industriel, vous allez
comment dire, mettre de la consistance dans ce modèle, instancier ce modèle. Donc, vu d'un programme automate, peu importe, on va retrouver quoi? On va retrouver l'objet, donc ça c'est l'équipement type de production, par exemple une presse à injection, dans lequel je vais avoir des méthodes, c'est les get status, c'est les méthodes par exemple de récupération du statut de la machine, ou les modes de marche, arrêt, etc. J'ai des variables, ici par exemple j'ai l'énergie ou l'énergie consommée et autres, avec des propriétés qui peuvent être l'unité, les mines, les max, etc. Voilà, j'ai différents niveaux. Et là, j'ai constitué mon puzzle. Voilà, j'ai constitué mon puzzle correspondant à l'image de ma machine de façon abstraite. Avec des paramètres optionnels ou pas, j'en fais une instance, c'est-à-dire que je vais définir le modèle abstrait en lien avec ma machine réelle, hein, et j'obtiens une structuration de données. Éventuellement, j'en ai plusieurs, je peux en avoir plusieurs. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va me rester à faire? Il va me rester à faire le lien entre ces pièces de puzzle et les éléments réels de ma machine, enfin donc de mon programme automate, ce qu'on appelle les DB, les variables de mon programme automate en lien. Alors ça peut être des fonctions, si on est sur des fonctions, ça peut être des éléments de la base de données, etc., etc. Donc voilà le principe. Je modélise, je récupère un modèle existant, un companion spec, je l'instancie et ensuite je fais le mapping avec mon programme réel, mes données réelles. Et ce qui fait que n'importe quel équipement client au PCUA, en une seule requête, pourra venir récupérer toutes les infos structurées de la machine qui implémente ce modèle. Là, j'ai pris un exemple au Mac avec PackML. Si toutes mes machines ici de la ligne implémentent le modèle, le companion spec PackML, ben, ce sera très facile de venir intégrer une nouvelle machine dans la ligne. C'est le but du jeu. Pour un intégrateur système, c'est génial. Et pour un client final, bien évidemment aussi. Et puis ces opérateurs ne seront pas perdus, les interfaces sont les mêmes. Donc voilà pourquoi on place au PCUA, je dirais, au cœur de l'industrie du futur, parce que cet élément-là est fondamental. Donc rapidement, gain de temps, je l'ai dit, pour les intégrateurs ou pour les clients finaux, pour l'intégration des machines, une communication standardisée quel que soit le constructeur, accès haute performance à une grande quantité de données par des mécanismes d'abonnement, et puis une sécurité intégrée. Hein. Ici, on le voit bien, la sécurité fondamentale intégrée à tous les niveaux. Voilà, je crois qu'il me reste 1 ou 2 minutes. Pour terminer, juste 2 mots sur ce qu'on fait nous chez Siemens en termes d'implémentation au PCUA. On est pour l'instant sur de l'implémentation client-serveur, PubSub arrive, et en matière de client-serveur, on a implémenté toutes les fonctions. La fonction browsing, hein, nos automates sont, pour ceux qui connaissent, sont des automates S7-1500. Je prends un smartphone, je charge un client au PCUA, hein, vous en avez plein sur le net. Vous chargez un client au PCUA, je me connecte sur mon serveur au PCUA de l'automate et je suis capable de récupérer, de browser, de récupérer toutes les variables de mon portable, de mon automate, pardon, avec les mnémoniques, tout ce qui va bien. Je peux faire de la lecture-écriture, je peux faire de la lecture-écriture avec enregistrement de données pour avoir des performances plus hautes. Je peux faire de l'abonnement, je peux faire de l'appel de méthode, appel à des fonctions, et puis surtout, on implémente les companion specs. On est capable de charger dans l'automate directement un companion specification d'un secteur d'activité donné. Comment et je le mets en évidence parce que c'est quand même ce qu'on appelle chez nous un unique selling point. On a ce qu'on appelle un éditeur qui s'appelle SIOME, Siemens Open OPC UA Toolbox, qui permet en fait d'importer. Donc quand on appelle l'éditeur, on va d'abord importer soit un modèle qui a été créé par l'entreprise, soit un companion specification, type PackML, encore une fois, Euromap ou autre. Donc on va appeler ce modèle abstrait. Ensuite, on va instancier ce modèle en fonction de la machine réelle. Et on va, pour ceux qui connaissent, on a un outil d'ingénierie qui s'appelle TIA Portal. On va ouvrir cet outil d'ingénierie. Et
par un simple drag and drop, on va faire l'association entre mon modèle instancié et mes variables automates, qui sont des variables qui sont dans des DB, hein, des structures de données. Donc on va faire le lien. Voilà. Tout ça, ça va nous donner un fichier XML qu'on va télécharger dans notre TIA Portal pour le télécharger dans l'automate, tout simplement. Donc fichier XML, on télécharge ça dans l'automate. On a donc exporté le modèle OPC-UA dans l'automate et n'importe quel client OPC-UA qui implémente ce modèle par une seule requête, on va dire, lecture-écriture, saura directement aller chercher la bonne information de la machine dédiée. Voilà. Ça illustre, je dirais, l'avantage d'OPC-UA sur tous ces aspects et en particulier la modélisation. Voilà, j'espère avoir démystifié le sujet OPC-UA pour ceux qui ne connaissaient pas et vous prouvez l'intérêt OPC-UA au cœur de l'industrie du futur. Merci Madame Paris.